C'est l'heure de notre randonnée de la mi-journée. Merci de nous rejoindre pour passer d'agréables moments de télévision. Ce numéro du rendez-vous de midi nous conduira bien entendu dans les champs avec Tadagwe Valère Rouansou qui nous apprend de nouvelles techniques pour mieux récolter de l'arachide et mettre fin aux pertes de temps et gagner plutôt en énergie. Notre coach numérique nous fait aujourd'hui dans du machine learning et avec elle, bien entendu, dans sa rubrique, elle nous dira tout le rôle de ce concept dans la sécurité et des données personnelles en ligne. Nous sommes tous nombreux à avoir beaucoup de données personnelles en ligne pour lesquelles, bien entendu, la sécurité nous tient à cœur. Elle nous dira, voilà, elle va développer avec nous cet aspect du machine learning qui contribue beaucoup donc à la sécurisation des données personnelles en ligne. Nous aurons également notre forum de discussion en toute fin d'émission. Aujourd'hui, il s'agira une fois encore d'une question de vie de couple et de peut-être aussi de sécurisation des données. Toujours, faut-il sécuriser ces données? Faut-il coder son téléphone pour une femme mariée qui est au foyer? La question sera donc sur tapis avec, bien entendu, mes invités du jour que je retrouverai juste après vous. Ma première invitée, Bénédicte Lovy, vous faites dans, on va dire, la cybersécurité, si on peut le dire comme ça, mais vous êtes digitaliste, comme on le dit souvent, et c'est toujours un plaisir de vous recevoir par ici, puisqu'aujourd'hui, vous proposez de nous parler du machine learning. On comprendra dans un instant ce que c'est d'ailleurs que le machine learning et ensuite le rôle que cela représente ou cela joue dans la sécurisation donc des données personnelles en ligne. C'est parti donc pour votre rubrique le coaching numérique. Voilà donc dans la rubrique coaching numérique, donc je deviens subitement complètement analphabète et voilà, je me remets à vous, coach, et à votre expertise dans la cybersécurité, mais aussi dans le machine learning. Aujourd'hui, vous nous parlez du machine learning et de son rôle dans la sécurisation donc des données personnelles en ligne. Qu'est-ce que c'est que le machine learning? On a l'impression que c'est une composition, voilà, enfin une expression anglaise. Machine et learning. Machine et learning, et voilà. En français, ça fait apprentissage automatique. D'accord. Voilà, donc c'est une branche donc, de l'intelligence artificielle. Et quand on parle de machine learning, en réalité, c'est une technologie qui vise à apprendre à des machines, voilà, à tirer des enseignements d'un certain nombre d'informations, d'un certain nombre de données qu'on lui donne, voilà, afin que cette machine-là, voilà, en retour, soit autonome et prenne des décisions sans l'intervention humaine. Donc, je vais donner un simple exemple. Quand voilà, c'est beaucoup plus simple, hein, pédagogiquement. Quand il y a des exemples, ça aide même les moins intelligents comme nous de mieux comprendre. Alors, quand vous allez au distributeur, par exemple, pour prendre de l'argent, et vous mettez votre carte, vous tapez peut-être mal le mot de passe déjà 3 fois, j'imagine que la carte se bloque. Alors, c'est pas qu'en arrière-plan, il y a quelqu'un qui est là, qui prend la carte, mais on a appris à la machine, voilà, qu'un utilisateur normal, s'il vient, et s'il est vraiment propriétaire de sa carte, voilà les comportements qu'il devrait avoir. Maintenant, si vous venez et que vous avez des comportements qui sont complètement différents au bon comportement, je vais dire, ou au comportement d'entraînement avec lesquels on a appris à ce distributeur-là, voilà comment la personne devrait se comporter. Elle bloque la carte et elle dit, bon, voilà, reviens à la banque la chercher. C'est un peu ça. Ah, c'est intéressant. Donc, il y a un côté un peu robotique à tout cela. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, dites-nous, on va parler maintenant des acteurs impliqués dans l'utilisation du machine learning pour la protection des données. Vous nous parlez d'eux? Oui, comme premier acteur, je dirais d'abord les gouvernements. Voilà, toute entité du gouvernement qui quand même utilise beaucoup de données, qui a besoin de protéger les citoyens contre les menaces et tout. Voilà, ces entités-là de sécurité, je vais dire, utilisent beaucoup le machine learning pour détecter des attaques ou même contrecarrer les attaques, détecter les menaces et tout. Et également, il y a des entreprises spécialisées dans la cybersécurité ou dans la data analyse surtout, qui utilisent vraiment le machine learning et aussi bon, voilà, qui développent des solutions pour contrecarrer voilà, les cyberattaques via le machine learning.
D'accord. Alors, quels sont les exemples concrets, si on peut en avoir, hein, ça va beaucoup aider à la compréhension, d'application et la prévention, bien entendu, des cybermenaces qui sont liées à la protection des données? OK. Alors, quand on parle de machine learning, déjà, pour la cybermenace, ça consiste surtout à, analyser les comportements des utilisateurs, à détecter les menaces et à les prévenir. Alors, pour exemple concret, quand quelqu'un qui ne vous a jamais écrit via Gmail vous envoie un mail, bonjour telle personne, je suis voilà, et vous envoie par exemple un lien dedans, ou vous envoie un formulaire, quelque chose qui va vous amener justement à entrer des informations ou à remplir le formulaire, mettre vos informations personnelles et tout. Gmail classe ça directement dans les spams. D'accord. Oui, genre, ça va dans les spams. Tu ne vois pas parce que Gmail suppose en fait que c'est une menace pour vous et il ne veut même pas que vous voyez ça d'abord avant de lire, avant de dire, ah oui, bon voilà, je vais remplir ou je ne vais pas remplir maintenant. Quand vous allez encore dans les spams et que vous voulez télécharger, ça vous dit peut-être, c'est pas menace détectée, voulez-vous vraiment télécharger ce document? Et avant de vous donner maintenant la main, voilà, pour télécharger. Donc ça, par exemple, c'est un exemple d'algorithme de machine learning utilisé en arrière-plan qui dit, bon voilà, un utilisateur X ne peut pas envoyer un mail directement à un utilisateur Y à qui n'avait jamais écrit auparavant pour lui dire, bon voilà, clique sur ce lien ou entre ces informations et tout. Ça, c'est un exemple. N'est-ce pas là aussi peut-être les limites du machine learning, parce que parfois vous recevez un mail très important qui malheureusement contient un lien bienveillant bien sûr, où vous devez peut-être aller sur une plateforme, faire une réservation d'hôtel parce que peut-être vous avez un séminaire à Abidjan ou à Brazza, etc. Mais compte tenu du fait que ce que vous êtes en train de décrire est réel, c'est un premier contact, c'est un lien, on n'est pas trop sûr, le mail va dans les spams. Est-ce que... Alors, si c'est vraiment un mail qui a l'extension d'une organisation, ça n'ira pas directement dans les spams. D'accord. Un peu comme quelque chose c'est pas hôtel-quelque chose.org. Ça, généralement pour moi, par exemple, ça ne va jamais dans les spams. Mais c'est quand ce sont des mails personnels, surtout pas encore des noms, prénoms directement. Mais nom, prénom 23 ou bien quelque chose, @gmail.com. Voilà, ça me classe ça dans les spams directement. D'accord. Alors, une dernière question sur le machine learning. Dites-nous, quelles sont selon vous donc les perspectives d'avenir de l'utilisation donc du machine learning dans la protection des données? Selon moi, déjà, par exemple, je vais répondre à cette question, voilà, en commençant toujours par un exemple. Si on veut déverrouiller, par exemple, nos téléphones, on utilise d'empreintes digitales. Ouais. Genre ça, c'est encore un exemple très simple de machine learning. Alors, déjà, quand on achète le téléphone nouvellement et on veut mettre notre empreinte, ça demande de mettre ça, genre, de tous les côtés ou dans tous les sens. De tous les côtés, et ça arrondit pourcentage par pourcentage jusqu'à ce que l'empreinte soit complètement, voilà. Voilà, exactement. Maintenant, si tu veux venir déverrouiller ton téléphone et que tu as les mains un peu mouillées, par exemple, ça ne reconnaît pas vraiment très vite. Et tu es obligé de nettoyer sécher le doigt rapidement, voilà, ton doigt rapidement avant de venir mettre. Donc ça par exemple, c'est que tu as appris à ton téléphone, voilà mon doigt exactement et dans une certaine condition donnée. Et quand tu reviens maintenant et les conditions avec changent, une petite modification, un peu plus d'humidité, ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Voilà. Donc selon moi, par exemple, quand on parle de perspective d'avenir, je vois ça juste comme ça. Je me dis qu'il devait y avoir un lien très étroit entre les données, le monde physique et prévention, voilà, contre les menaces. Un peu comme quelqu'un, par exemple, qui veut vous arnaquer, vous envoie, commence par vous écrire, vous lui répondez très bien. Pour moi, je pense qu'à un niveau donné, le machine learning devrait évoluer de telle sorte que ce n'est plus toi vraiment qui réponds à la personne, mais peut-être une machine virtuelle d'un autre côté qui est en train de lui répondre. Il croit vraiment que tu lui réponds jusqu'à ce qu'on le détecte, jusqu'à ce qu'on aille l'attraper chez lui. Un peu comme genre, il faut que le machine learning évolue de telle sorte que l'humain n'ait plus vraiment à réfléchir, à se dire, bon voilà, est-ce que ça c'est se fait avec certaines plateformes où on te demande de contacter le conseil clientèle par messagerie et tu reçois des messages presque instantanés. Tu as envie de dire que c'est pas évident que ce soit... C'est un chatbot, souvent, voilà. Tu sais que ça, c'est un chatbot, mais je parle beaucoup plus de... genre, que cette technologie-là vraiment soit intégrée à
à toutes les plateformes. Un peu comme sur WhatsApp, on t'envoie un lien malveillant pour que quand tu cliques dessus, toutes tes données soient copiées. Il faut que, comment dire, il faut même que tu ne vois pas ce lien-là avant même de cliquer dessus. Ok, Voilà. d'accord. Alors, une autre préoccupation pour boucler l'entretien avec vous, il nous arrive d'aller sur des plateformes où on sent un peu de la méfiance de la plateforme vis-à-vis de vous parce que vous n'êtes pas en mesure de fournir un certain nombre d'informations, peut-être pas oubli, mais vous êtes la personne indiquée. Et puis on vous renvoie sur une page pour vérifier si vous êtes un robot ou un être humain. On vous dit à travers des images de sélectionner les images qui contiennent par exemple un feu tricolore. C'est ça. Ça vous est arrivé? Oui. Vous pouvez nous dire, voilà, vous pouvez nous dire ce que c'est? Oui, bon, comme je dis, RecapChat, c'est, comment dire, ça permet juste de dire, bon voilà, je suis un humain, parce que les gens, ils ne veulent pas que des robots viennent utiliser. Si en tant qu'humain, tu utilises une plateforme pendant 5 minutes, par exemple, et que tu obtiens un résultat donné, si c'est un robot qui vient, il peut avoir beaucoup de résultats en un temps record, et les gens, ils veulent juste que ce soit de vraies personnes qui viennent utiliser leur plateforme et tout. Et parfois, bon, pour la connexion sur certaines plateformes, d'après mes expériences à moi, c'est aussi également de... Bon, ça dépend aussi de là où on se connecte. Vous voyez, genre, à chaque connexion, par exemple, notre adresse IP, toutes les informations de connexion sont envoyées en back-end déjà, genre, comment dire, sur les serveurs de l'application que tu utilises. Et moi, par exemple, je suis contrainte de vérifier que je suis humaine parfois parce que je suis peut-être ici au Bénin, mais quelqu'un d'autre en France ne serait pas contraint de vérifier qu'il est humain. Voilà. Ah, c'est intéressant. Merci beaucoup à vous, Bénédicte Lovie. Vous êtes digitaliste et aujourd'hui avec vous, nous avons parlé du rôle du machine learning dans la sécurité des données personnelles en ligne. C'est une question qui tient à cœur beaucoup d'utilisateurs de plateformes. C'est le premier souci d'ailleurs de tout utilisateur de plateforme en ligne. On cherche toujours à sécuriser ces données. D'abord parce qu'elles sont vraiment personnelles et parfois même intimes, donc on ne les partage pas avec tout le monde. Je vais vous maintenir puisque le débat du jour n'est pas très loin de ce domaine-là de données personnelles. Cette fois-ci dans le couple, est-ce que une femme mariée doit sécuriser ses données personnelles sur son téléphone? Parce que l'objectif d'un code sur un téléphone, c'est d'abord de sécuriser ses données personnelles, mais doit-on sécuriser ses données personnelles vis-à-vis même de son époux? La question sera en débat dans un instant. Vous restez donc avec moi. On va faire un tour dans les champs avec Tadagbe Valère Huanso. Aujourd'hui, il nous parle de la récolte de l'arachide et il nous propose des solutions innovantes et très, on va dire quoi, importantes pour voilà, gagner du temps et de l'énergie, contrairement à l'ancienne manière de récolter de l'arachide où on allait gousse par gousse et s'il fallait récolter 1 milliard d'arachides, c'est qu'on va récolter gousse par gousse jusqu'à 1 milliard d'arachides. C'est bien fastidieux, nous dit Valère Tadagbe Huanso. On va le suivre dans sa vidéo juste après ce jingle et on revient juste après pour parler de sa trouvaille ou ses trouvailles qui sont quand même assez innovantes et très intéressantes. Qu'observons-nous dans cette vidéo? De braves dames en train de récolter les arachides avec la main. S'il y a 1 milliard de gousses d'arachides, elles vont récolter les 1 milliard de gouttes d'arachides manuellement, gousses d'arachide par gousse d'arachide. C'est ce qu'on a fait au village depuis que nous sommes nés jusqu'en 2023 au Bénin et en Afrique, dans plusieurs pays africains. La récolte d'arachide est faite manuellement. On récolte gousse par gousse. C'est un travail périlleux, c'est un travail fastidieux et vous êtes en train de voir ce que nous faisons jusqu'en 2023. Dans certains pays asiatiques, les gens font la récolte manuellement comme ça. C'est fastidieux, c'est difficile. Alors, cette vidéo vous montre un bambou. Alors, quand vous prenez le bambou comme ça, vous fondez le bambou en deux. Et quand vous fondez le bambou en deux, vous faites passer seulement la partie à récolter, les gousses d'arachide, entre le bambou, entre les lamelles de bambou, et puis les arachides sortent tranquillement. Je parie que si mon grand-père voit cette vidéo, s'il a encore envie, paix à son âme, je crois qu'il va mourir de rire. Parce qu'il va se dire, mon fils, mon petit-fils. Donc, on a souffert pendant des décennies pour rien. Vous voyez, chez Amis Africains, c'est pour ça qu'on dit, on ne peut pas se développer sans apprendre.
Un peuple qui a arrêté d'apprendre, un peuple qui est mort. Une application qui a arrêté de faire sa propre mise à jour, elle est décédée. Deuxième méthode, maintenant on y va. La deuxième méthode consiste maintenant à utiliser des motoculteurs. Au lieu d'acheter des tracteurs, vous utilisez des motoculteurs qui coûtent entre 1 million et 2 millions de francs CFA. Si vous avez une superficie supérieure ou égale à 15 hectares, n'achetez jamais de motoculteur si vous n'avez pas une superficie supérieure ou égale à 15 hectares. Troisième méthode, on va découvrir l'utilisation des engins lourds, des tracteurs. Comme vous le voyez à l'écran, les tracteurs, il y a deux manières de faire. Il y a des moissonneuses qui permettent de déterrer les arachides, de les arracher et de laisser les pailles, les fans d'arachides dans le champ qui vont enrichir la solution du sol parce que ces fans d'arachides sont très riches en azote. Et voilà donc, c'était là donc cette vidéo ou ce tutoriel, dirais-je, sur les nouvelles techniques donc de récolte d'arachides pour gagner en temps et en énergie avec notre spécialiste des questions d'agriculture de rente, notre cher agronome Houansou Tadagbe Valère, qui est toujours aussi présent pour nous expliquer tous ces concepts-là assez intéressants que nous vous diffusons tous les lundis. Valère est avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour cher ami, bonjour tout le plateau, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc Deschamps au studio, il est le même, avec les mêmes idées, les mêmes idéologies, il explique toujours avec brio. Vous nous parlez aujourd'hui de ce qu'il faut mettre fin aux manières archaïques et vraiment anciennes de récolter de l'arachide gousse par gousse, comme le faisaient nos parents et comme le font encore d'autres agriculteurs, même modernes. Et vous nous dites qu'il faut mettre fin à ça parce qu'il y a bien d'autres manières pour gagner en temps, parce que la récolte est fastidieuse. L'arachide, c'est voilà, c'est de milliers de des millions de gousses que vous aurez à enlever. S'il faut le faire gousse par gousse, c'est vraiment fastidieux et voilà, vous risquez d'y passer une bonne partie de votre temps. Dites-nous, ces nouvelles techniques, comment les avez-vous imaginées? C'est vrai qu'il y en a qui sont un peu mécaniques, donc d'ordre, on va dire, technologique, mais cette trouvaille au bambou là, c'est une idée de vous ou vous l'avez découvert ailleurs? Alors, je m'inspire beaucoup plus des Asiatiques parce que les Asiatiques, il y a de ça 50 ans, on était sur les mêmes pieds, presque sur les mêmes pieds d'égalité. D'accord. Même si l'Asie avait été une fois dans l'histoire une grosse puissance mondiale, mais il y a de ça 50 ans en arrière, on ne sait pas trop différent l'un de l'autre. D'accord. Et il y a un truc qui dit dans notre domaine, à climat égal, à conditions agricoles presque égales, à spéculation agricole presque égale. Et il y a de cela 2 jours, j'avais reçu chez moi à Porte-Nouveau M. Bertin Tchoufou. Bertin Tchoufou, c'est un multimilliardaire camerounais qui est en train de révolutionner l'agriculture dans son pays. La culture en grande masse du manioc. Il veut installer une usine pour faire la farine panifiable. Ok? En m'inspirant de ces gens-là, j'ai dit, mais regardez par exemple, nous au Bénin, c'est normal pour nous aux Akota, on achète des arachides au bord de la voie, ou quelqu'un me parle de 25 000 hectares de manioc à faire, je dis, mais c'est une dinguerie. Mais quand il me montre la technique à utiliser, c'est facile, c'est pas quelque chose de waouh, c'est pas quelque chose de sorcier. Et donc là, j'étais vraiment sous le choc, je fouillais, j'étais tombé sur le truc des bambous, on est en train d'arracher les... Oh, nous, jusqu'à l'instant, les téléspectateurs qui suivent à la télé, là, juste tout de suite, là, tout le Bénin récolte les arachides, gousse par gousse. Et vous voulez dire aux jeunes d'aller vers le champ en sachant qu'ils vont récolter des millions de gousses à la main, et pour quel résultat? Et je crois qu'aujourd'hui, on doit s'inspirer de ces continents, de ces gens-là qui sont déjà devant nous, qui sont là où nous voulons atteindre et vraiment améliorer notre agriculture. Et donc, quand on parle d'agriculture moderne, ce n'est pas seulement avoir des grosses machines, non. Il y a quand même des astuces qui permettent de rendre moins périlleux, moins pénibles les tâches agricoles. Et donc, l'astuce du bambou, je crois qu'il y a le bambou partout au Bénin. D'accord, c'est ce que nous voyons là à l'écran. Est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce qu'il n'y a pas des gousses d'arachide qui vont échapper on va dire, voilà, à ce bambou fendu là pour se retrouver encore sur la racine de la plante et qu'après vous perdez également une quantité voilà, non négligeable d'arachide après la récolte? Est-ce que vous pensez que les Chinois sont cons? Pas du tout. Ok. Donc vous avez la réponse à la question. En fait, moi j'ai d'abord expérimenté.
avant de poster cette vidéo-là, j'ai expérimenté. Vous allez dire que c'est magique. Vous allez dire que c'est la trouvaille qu'il fallait aux producteurs d'arachide au Bénin. C'est tellement facile à égousser qu'on se dit, mais on était où? On a le bambou à côté de nous, on ne savait pas comment utiliser. Parfois, il faut juste utiliser son cerveau, là, dit quelqu'un, juste réfléchir un peu et trouver des solutions qui étaient tout juste à côté de nous. Incroyable. Je dis, quand on me dit même l'innovation, là, imaginez s'il n'y avait pas Internet et c'était Talagwe Valère Wanso qui avait lui seul accès à Internet au Bénin. Tout ce que je vous donnerai ici serait comme des innovations. Je serais comme un génie. Or, je ne suis même pas un génie. J'ai juste vu un truc sur un site chinois. J'ai réfléchi, j'ai dit, je l'ai adapté à la condition béninoise. J'ai appliqué, ça a donné des résultats. Donc, je partage avec vous. Ça, c'est déjà une innovation. Vous voyez, donc, je crois que tous les Béninois ont du bambou et même en voyant la suite du bambou, il y a d'autres génies béninois qui vont se dire, des soudeurs par exemple, et si je crée un système d'enchevêtrement, on met seulement les gousses, ça enlève les fans de côté, et ça va dynamiser la production de l'arachide, parce que c'est une denrée qui est tellement rentable, ça n'a pas besoin d'engrais, c'est une plante légumineuse qui a la possibilité de fixer l'engrais dont elle a besoin dans le sol. C'est comme le soja, le niébé, c'est des plantes légumineuses. Et donc je crois que tous les Béninois doivent d'abord essayer cette astuce-là. Je crois que en tout cas, ils vont vous dire merci à l'OETB d'avoir. Et merci d'abord à vous. Et vous auriez pu, voilà, si vous aviez l'esprit tordu, excusez de peu l'expression, vous auriez pu garder cette innovation que pour vous, vous ne l'aurez pas partagée. En tout cas, tout le monde ne partage pas cette trouvaille. C'est d'ailleurs ce qui a peut-être causé le recul de certaines parties du monde. C'est pas que les gens ne font pas de découvertes, les gens font des découvertes, les gens font de trouvailles, mais n'ont pas toujours l'esprit disponible et disposé à partager leur trouvaille. Eh bien, vous le faites aujourd'hui très aisément. Mais à part donc l'innovation au bambou, vous avez également découvert deux autres techniques, mais beaucoup plus mécanisées. Voilà, de faire la récolte des gousses d'arachide et toujours avec le même objectif, gagner en temps et en énergie. Mais là, il faut avoir beaucoup plus de superficie. Celui qui a moins de 10 hectares d'arachide ne peut pas acheter un motoculteur. C'est 2 millions. Un motoculteur, il faut combien d'années pour l'amortir? Donc, ce n'est pas adapté. Il faut continuer comme ces gens le font. Même en Asie, aujourd'hui, il y a des gens qui... Vous avez vu dans la vidéo, non? Dans l'élément, qui enlèvent les gousses d'arachide avec les doigts. Mais malgré ça, il y a des gens qui ont des bambous, des gens qui ont des motoculteurs, des gens qui ont des tracteurs, à l'instar de la Sonama, qui est une société d'État qui fait la promotion des machines agricoles aujourd'hui, qui peut désormais commander ce type de machines pour faciliter la vie aux agriculteurs béninois, déjà même pas les prestations de services en location de machines agricoles et tout. Mais là, expliquez-nous un peu, on venait de voir à l'œuvre les machines. Comment ça se passe à ce niveau? Vous avez suffisamment expliqué pour le bambou, mais pour les machines, là par exemple, qu'est-ce qui se passe? Là, ça c'est, vous allez voir, il y a des outils arrière qui permettent de déterrer les gousses d'arachide. Vous voyez, quand ça déterre comme ça, maintenant il y a une autre machine, il y a un autre tracteur qui viendra ramasser le tout, et avec les gousses et avec les fans d'arachide, et va égousser gousse par gousse, et ça devient comme un jeu. C'est-à-dire, je suis sur TikTok en train de regarder une fille qui tourne les fesses et je suis en train de gagner des milliards dans mon champ. En fait, c'est l'agriculture moderne réellement. Donc, quand on parle de l'agriculture, quand on dit que l'agriculture, ce n'est plus pour les pauvres, c'est comme une boutique, c'est comme un magasin à Saint-Michel, c'est comme un magasin à Topa. Donc, quand tu ne prends pas l'agriculture au sérieux, elle ne te prendra pas au sérieux. Donc, la terre ne ment pas, c'est la vérité en fait. Voilà, la terre ne ment pas. Si tu t'y mets à 1000%, je vous dis que ceux qui cachent ne connaissent rien. Si moi je cachais mes connaissances, je n'allais pas recevoir la visite d'un homme multimilliardaire qui s'est déplacé du Cameroun uniquement pour partager avec moi ce qu'il veut faire. Il dit, qu'est-ce que moi j'en pense? Moi, je suis qui pour qu'il lui me demande? Il a la possibilité de recruter des Russes, des Français, des Chinois, des Indo-Pakistanais, mais qui est juste du ton pays, au Cameroun, il vient me demander, mais comment on peut faire ça? J'ai 25 000 hectares, comment on va avancer? Avec d'autres frères béninois qui sont dans cette... Je crois que celui qui veut avancer, il partage. Et quand même en partageant des choses aussi, j'apprends des choses. Il y a des collègues qui me font, Valère, tu as dit ça sur le plateau, mais j'ai découvert aussi une autre technique qui peut me permettre d'avancer. Et donc, ce n'est qu'un autre actif, quoi. Donc, c'est la technique du donner, du recevoir. Voilà. Alors, pour finir, de ces trois techniques que vous nous apprenez aujourd'hui, quelle est la plus adaptée? Il y en a une qui ne coûte rien du tout, et il y en a deux autres qui coûtent quand même quelque chose. Ouais, beaucoup cher. Ce qui est adapté tout de
suite là. Parce que tous les Béninois, vous qui me regardez là, vous savez que c'est à la main que vous faites. Donc commencez déjà par le bambou. Ça, c'est immédiatement disponible. Et ça ne vous coûte rien. Ça ne coûte rien. Bambou là, tu coupes, peut-être que le bambou va devenir cher. Maintenant, à part ça, les motoculteurs avec 2 millions, ils peuvent commander sur les sites qu'ils connaissent. Je ne veux pas parler de sites ici, comme ils ne sont pas des enfants. C'est crédible. Voilà. Attention, vous avez une dame qui est dans la cybersécurité, donc des sites crédibles. Voilà. Elle nous dira peut-être une autre fois comment reconnaître les sites crédibles. Voilà. Sait-on jamais. Voilà. Merci beaucoup à vous, Tadagwe Valère Ouansou, de partager cette technique très importante aujourd'hui avec les acteurs du monde agricole. Ils sont nombreux dans le Bénin, dans tous les 4 coins du Bénin, à cultiver et à produire de l'arachide, mais voilà, Dieu seul sait combien la récolte est souvent aussi fastidieuse, alors que c'est le moment le plus attendu souvent, parce que c'est là, on se frotte les mains de savoir combien voilà, la transpiration de toute la saison a fini par porter. Merci, on va vous retrouver déjà, ça va être demain, demain dans une autre rubrique où vous nous parlerez voilà, de 3 minutes pour convaincre. 3 minutes pour convaincre, un autre génie certainement avec un projet, une innovation, sait-on jamais. En tout cas, on aura le temps de découvrir. Prenez le rendez-vous. Demain, on va aborder donc la dernière escale de cette émission. Il s'agit du débat. On vous dit merci. On vous retrouve demain et à votre place, je retrouve un autre débatteur dans un instant pour parler d'un sujet de vie de couple. Voilà, la question du jour est de savoir pour une femme mariée, le sujet est bien précis et concis. Est-ce qu'il faut, en tant que femme mariée, donc créer un code d'accès à son téléphone? En clair, faut-il verrouiller son téléphone quand on est une femme mariée? La question est en débat ce matin avec mes invités. Didas Tossou, l'éternel Didas Tossou, bonjour. Bonjour. Merci donc de répondre toujours à nos invitations. Vous êtes voilà, d'une disponibilité incroyable et à côté de vous, Fifa Salomé Atadegi Okounde, elle est, je ne sais pas si elle est en jaune, en tout cas c'est la couleur de l'espoir. Elle est en couleur or. Voilà, bonjour. Bonjour Bruno. Merci donc de répondre à notre invitation. Nous sommes également en présence d'un autre invité, non moins important, Charles Orobata. Lui, il est conseiller conjugal. Voilà, il va apporter son expérience sur la question. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Bruno, bonjour aussi aux téléspectateurs. Et Bénédicte Lovy qui est restée avec nous, la spécialiste du digital. On va d'ailleurs rester avec elle parce que c'est une question qui touche en partie à son domaine. Mais voilà, elle est ici avec 2 casquettes, la casquette de femme au foyer, j'imagine. J'espère que je ne me trompe pas. Bon, en tout cas, je vous l'attribue, même si vous n'y êtes pas encore. Merci. Et aussi spécialiste donc de la cybersécurité, du digital. Faut-il, je sais que ça c'est oui, faut-il préserver, sécuriser ses données personnelles? Oui, mais au foyer, en tant que femme mariée, faut-il verrouiller son téléphone? Je rappelle que ici, quand vous le verrouillez, c'est dire que donc vous êtes en train de le verrouiller vis-à-vis même de votre époux. Oui, oui, il le faut. Selon moi, il le faut. D'accord. Voilà, parce que c'est quand même mon téléphone. Et ce n'est pas parce que je cache des choses en arrière que je le verrouille, mais c'est juste pour ma sécurité. Pour votre sécurité et votre sécurité même vis-à-vis de votre époux, vous avez une sécurité à préserver? Pas exactement, mais comment dire? Si, comment dire? Bon, peu importe. Je dois verrouiller mon téléphone. Je dois verrouiller mon téléphone parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais en réalité. Bon, ça c'est selon moi, comme je dis. C'est quand même mon téléphone et comment dire, il n'y a pas que des choses que je dois lui cacher. S'il a envie de voir dans mon téléphone, il me remet ça et je lui déverrouille ça. Mais il n'est pas vraiment question genre qu'il connaisse le mot de passe et qu'il prenne ça, qu'il déverrouille ça quand il veut pour tout voir. Genre, on ne sait jamais quoi. Donc ça soulève la question d'une supposée crise de confiance quand on cache, d'abord quand on verrouille son téléphone vis-à-vis même de son époux et qu'on lui cache le mot de passe parce qu'elle dit qu'elle est prête à le déverrouiller pour qu'il l'utilise, mais pas question qu'il connaisse son mot de passe. Est-ce que pour vous, cet acte est voilà, symptomatique de ce qui a crise de confiance chez la femme? Alors, je voudrais, avant de répondre à cette question-là,
montrer d'abord pourquoi est-ce qu'il faut coder son téléphone. Le fait de coder son téléphone relève d'abord d'une question de sécurité. Et lorsqu'on parle de la sécurité, ça fait partie de l'un des besoins vitaux de l'homme, parce qu'on a toujours besoin d'avoir quelque chose pour soi, quelque chose qu'on n'a pas envie de partager, qu'on n'a pas envie d'exprimer, quelque chose qu'on vit avec et qu'on peut-être on mourra avec. Alors, lorsqu'on vient maintenant dans le contexte conjugal, dans le contexte du foyer, justement, est-ce que ça s'applique la nécessité de coder son téléphone, on peut coder son téléphone pour plusieurs raisons. Maintenant, vis-à-vis, d'abord pour préserver certaines données par rapport aux enfants, par rapport aux tierces personnes. Maintenant, dans la relation avec son époux, on peut coder le téléphone, mais on peut lui faire part du code pour qu'il puisse s'en servir. Maintenant, l'autre chose aussi, lorsque vous voyez, vous n'avez rien à lui cacher, il n'y a pas de raison. C'est vrai que pour des raisons professionnelles, on peut se permettre de coder son téléphone pour des raisons professionnelles. C'est-à-dire, vous êtes à un poste de responsabilité où il y a des données qui sont vraiment top secrets, ou peut-être il y a des choses que votre responsabilité ne vous donne pas le droit de diffuser. Vous avez intérêt à cacher ça parce que votre vie en dépend, toute une société, toute une organisation en dépend. Maintenant, dans la relation avec votre épouse, je crois que si la femme n'a rien à cacher, quand je dis cacher, je pèse bien mes mots. Parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'on a toujours des choses qu'on a toujours besoin ou on a toujours envie de partager. Des choses à cacher qui sont répréhensibles. Il faut quand même lui parler. Il faut quand même lui faire connaître le code ou au besoin, toutes les fois où cela nécessite, qu'on puisse le lui faire voir. Autrement, vous avez peur que le monsieur découvre des choses qui mettent à mal votre fidélité. Et vous soulevez d'ailleurs des soupçons. En tout cas, Bénédicte, elle est claire. Elle ne partage son mot de passe avec personne. Même si vous êtes son époux. Fifa Salomé à Tadegui, elle est accro du téléphone. Voilà. On ne sait pas quel est son avis sur la question. Je sais que son téléphone est verrouillé. Je ne sais pas si ça l'est jusqu'à la maison. Si mon téléphone est verrouillé au boulot, c'est que ça l'est aussi à la maison. En réalité, mon téléphone, c'est le mien, pas le nôtre. D'accord. Donc, j'estime que j'ai tout droit absolu sur mon téléphone. Je le verrouille quand je le veux et comme je le veux. Et puis, comme les autres débatteurs l'ont déjà dit, le téléphone, si je l'ai verrouillé, c'est pas forcément à cause de lui. C'est ce que je faisais avant de le rencontrer. Donc, je ne peux pas dire que juste parce que je suis mariée, à compter de ce jour, mon téléphone s'est ouvert à tous. Non. Et ce tous-là, il en fait partie. Waouh, c'est fort ça. Bon, il y a papa à côté. Alors, monsieur Didas Tosso, votre avis sur la question, vous êtes un homme marié, est-ce que vous concevez, je vais peut-être adapter la question à votre foyer, est-ce que vous concevez par exemple que votre femme verrouille son téléphone et que vous n'ayez même pas connaissance de son code d'accès, etc. Est-ce que vous prendrez ça bien ou vous verrez ça plutôt en bien? Merci beaucoup. Je voudrais commencer à dire que parce que nous avons commencé à changer notre vie, nous changeons nos comportements, nous créons toujours des situations de méfiance. Au temps de nos parents, c'est papa qui a une chambre à part où personne ne rentre régulièrement. Mais maman, là, on peut rentrer chez elle. Pourquoi aujourd'hui, le portable de maman, comme le dit FIFA, mais là, il faut que ce qu'elle a colporté depuis jeune fille, là, maintenant qu'elle est venue chez moi, là, elle va encore colporter. Sa chambre que j'ai construite, là, moi, je peux rentrer sans demander excuse, mais quand elle va rentrer dans ma chambre, elle va dire quoi. Parce que je suis homme et notre contexte social le dit. Ce que je vous dis, peut-être que je caricature, vous ne comprenez pas. La chambre de papa, on dira peut-être que vous êtes féodal. D'accord. Mais c'est parce qu'on parle de féodalité, c'est parce qu'on lit ça que vous avez amené le débat ici. C'est parce que notre société n'est pas en train d'accepter que mon épouse arrive à codifier son portable quand vous avez amené le débat. Sinon, on ne va pas faire ce débat-là à Washington. On ne va pas faire ce débat-là au Japon, en France. On ne va pas le faire. Il n'existe pas ailleurs. Parce que nous, on veut que la femme soit sous nous, que vous avez amené le débat ici. Disons la vérité. Donc si une femme dit sur ce plateau, que ce soit une femme que ce soit Bénédicte, qui dit que
on va vérifier comme même pas que je suis parmi ceux-là qui, vous êtes parmi tout le monsieur, tout le monde. Monsieur tout le monde. Moi, je suis dans monsieur tout le monde. Non, écoutez, ce portable-là doit être brûlé. Alors, réaction. Non, je n'arrive pas à comprendre. Il y a ces débats-là, quand on commence par les mener, en fait, j'ai des picotements à l'intérieur de ça. C'est mieux. Je ne comprends pas pourquoi. Je savais qu'elle va vous trouver féodale. Je ne comprends pas la raison qui pourrait justifier le fait que l'homme a le libre arbitre de faire tout ce qu'il veut. Il a le droit d'être infidèle, il a le droit de prendre plusieurs femmes, il a le droit de coder son téléphone sans que la femme n'ait accès, mais la femme, c'est plutôt tout le contraire. Mais la fidélité, c'est dans les deux sens. Et le fait que je code mon téléphone ne veut pas dire que je suis infidèle forcément. Mais que la femme soit mariée ou pas, de toute façon, que cachez-vous donc dans un téléphone que vous verrouillez au point de classifier votre propre époux avec qui vous êtes censé partager tout, vous le classiez dans les rangs de monsieur tout le monde qui ne doit pas avoir accès. Tout dépend, Bruno, de comment ton mari en question perçoit les choses. Il peut juste voir un message banal qui ne ressemble à rien. Vous savez qu'aujourd'hui, que tu sois marié ou pas, ou que tu sois en concubinage, il y a de ces hommes-là qui t'envoient des messages donnés. Et même quand toi, tu ne répliques pas, voilà, c'est ça, en griffe, quoi. Et même quand toi, tu ne donnes pas des réponses aussi tendancieuses, l'homme, il y a de ces hommes-là qui sont possessifs. D'accord. Ça excède la jalousie. D'accord. Et puis quand ils voient ce genre de message, même quand tu ne réponds pas, leur réaction est tout aussi excessive que leur comportement. Donc, quand tu as un homme comme ça en face de toi, tu fais attention si tu veux pas brûler ton foyer. Maintenant, quand tu as un homme qui sait se calmer face à certaines choses, on a déjà terminé. S'il a le cœur, bon, écoute, qu'il fouille. D'accord, il y a des moteurs diesel sur le plateau qui me disent qu'après tout ça, qu'on n'a pas encore commencé, alors qu'on n'a que 9 minutes pour boucler, donc on va vraiment faire court. Non, Bruno, je voudrais dire, parce que cette affaire de code a désarticulé des foyers, parce que cette affaire de code a entraîné des divorces en cascade. Des foyers. C'est pourquoi on en parle. Le conseiller conjugal n'a qu'à nous dire quelque chose. C'est parce qu'il y a un problème que nous sommes en train de poser. On ne peut pas... Si FIFA me dit qu'aujourd'hui, il y a des informations tendancieuses, c'est à cause de ça que le type dit, laisse ouvert, je vais voir. Et t'aider. Parce que si même tu étais militaire, parce que si mon épouse était militaire ou me disait quelque chose, non, pourquoi je vais divulguer l'information professionnelle on ne sait jamais. Écoutez, on ne sait jamais. On n'a jamais vu ça. En fait, monsieur, monsieur Rubata. Je veux réagir à ce que monsieur, monsieur Tosso a dit. Oui. En réalité, il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Votre époux, c'est votre époux. Votre époux n'est pas monsieur tout le monde. Et sur ce plan, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que votre monsieur, il a l'obligation de vous protéger, il a l'obligation d'assurer votre sécurité et il a l'obligation de tenir compte de tout ce qui vous concerne. Pas que l'homme qui alors, s'il vous plaît, écoutez, j'ai reçu en consultation une personne qui a été capable, une femme, quand je dis une personne, c'est pour protéger, non? Qui a été capable de toujours vivre avec son téléphone pratiquement dans son caleçon. Comment ça? Voilà. Bon, ça, c'est déjà l'excès. Et malgré toutes les tentatives, j'ai dit, bon, écoute, en tant que conseiller conjugal, tu peux te confier à moi pour que je puisse t'aider. Parce que c'est devenu un problème. Et bon, dans le foyer, ça n'allait plus à cause de ce téléphone. Sinon, tout va bien, toute chose va bien, sauf cet élément-là. Parce que toutes les fois où la personne doit se déplace avec son téléphone, dans la cuisine, se déplace, aux toilettes, se déplace, et puis même, elle peut juste courir rapidement. Tu vas penser qu'elle s'en va peut-être faire des toilettes, mais c'est pour aller téléphoner. Donc, elle bouge à la limite avec le téléphone à la queue leu. Et dans ces conditions-là, à l'heure où je vous parle, le foyer est déjà brisé. Merci. Parce que ce n'est pas possible. Voyez-vous, à cause des enfants, on peut mettre un code. Mais entre vous,
Bon, voilà le code au cas où tu as. Mais c'est toujours même risqué. Je dis toujours, c'est risqué aux gens, que ce soit l'homme ou la femme, d'aller fouiller le téléphone de l'autre. Tu veux le fouiller pourquoi? Quand on n'a rien à cacher, on ne voit pas la nécessité. Parce que le jour, vous allez découvrir, ou bien vous donnez le luxe d'aller fouiller, vous allez découvrir quelque chose qui va juste vous affecter. D'accord. On a encore 5 minutes. C'est pas moi, c'est les contraintes. Quand on se fait confiance, quand l'homme fait vraiment confiance à sa femme, pourquoi est-ce qu'il a besoin de fouiller le téléphone en réalité? Moi, je ne ferai jamais confiance. Mais si la femme aussi est si transparente, pourquoi a-t-elle besoin de coder son téléphone? Bruno, il faut qu'on ait un accord. D'accord. Il faut qu'on ait Pas un avec accord. moi, hein? Non. Avec les autres débatteurs, moi je pose des questions. Non, quand je dis il faut qu'on ait un accord, je parle du partenaire en question et la femme. D'accord. Si il faut que tu verrouilles ton téléphone, je verrouille le mien. D'accord. Maintenant, si on est d'accord pour comprenez, qu'il n'y ait c'est- pas de cachette entre nous, là ça passe parce que moi j'ai horreur du fait qu'on veuille toujours que ce soit l'homme qui fasse la pluie et le beau temps. D'accord, bon, vous avez compris. Non. C'est une féministe. Moi je n'ai Elle est dans l'égalité genre. Non, je suis contre l'égalité entre l'homme et la femme. Ça, Ah c'est un d'accord. autre débat. Ah d'accord. Ah, Ça mais n'existe le pas. débat que vous posez C'est la revient à ça. Si Non. tu verrouilles, je verrouille. Si tu es ici, moi-même. Si je dois entrer dans ce débat-là, on ne va pas finir aujourd'hui. D'accord. L'homme est le chef de la famille et ça, je suis d'accord sur ce fait. Mais D'accord. par contre, c'est cette affaire de dictature. Donc sa là. chefferie s'arrête au niveau de votre code. Non, pas forcément. Ah ben c'est ce que vous semblez dire. Si tu veux que Il je est sois chef, mais transparent- pas au niveau de votre code. Oui, dans sa chefferie, là, on se complète quand même là-dedans. D'accord. Ce n'est pas parce qu'il est institué chef de la famille qu'il va Qu'il a vouloir... plus de droits que vous. Non, c'est pas ça. Si il veut que je sois transparente à 100% avec lui, il faut qu'il le soit avec moi. D'accord. Si nous sommes mariés, par exemple, sous le régime monogamique, il faut que je puisse avoir une idée claire de ce qu'il fait également. Parce que s'il veut aller dans le sens polygamique, on ne va pas s'entendre. Je ne sais pas si tu comprends un peu. D'accord. Donc, on est transparent l'un envers l'autre et puis là, on se comprend. D'accord. Merci Donc, beaucoup. Je voudrais que vous reveniez prochainement sur Cette débat. même question. Et même pour 1 heure de temps. Je voudrais dire ceci. D'accord, c'est Non, entendu. je viens souvent ici, mais je n'ai jamais demandé comme ça. Ce que dit FIFA est là. c'est grave. On va chercher à savoir quelles sont les raisons de divorce aujourd'hui. Pourquoi avec téléphone il y a divorce? Est-ce que c'est parce que vous avez mis les tests? Moi, je suis un grand protecteur des femmes, hein. Mais quand il y a erreur, je le dis, vous ne pouvez pas, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le téléphone est en train de casser tout sur son chemin, de briser tout sur son chemin. C'est pourquoi nous disons, ce n'est pas une dictature. Moi, là, le jour où j'ai constaté qu'on me met dans un forum de porno, je désactive, je quitte dedans, ou quand je vois ça, je supprime tout ce qu'il faut avant d'aller à la maison. Je laisse mon portable dans le divan, les enfants même peuvent prendre, alors que je suis dans une structure responsable, on m'envoie des messages pour dire telle chose. D'accord, mais je ne peux pas dire parce qu'il y a ceci, je vais commencer à cacher. Dès que tu caches le portable à tes enfants, je commence même pas les enfants, dès que tu caches le portable, c'est en ce temps qu'ils vont même plus utiliser. Dès que tu fais quelque chose de caché là, ils vont faire le pire. Et donc si ton épouse aussi, tu caches trop, il y a ça. Alors le contraire ou le parallèle, c'est que lorsque mon épouse commence tout le temps, oui, allô, je te rappelle, hein, oui, allô, comme ça. Écoutez, non, écoutez. On va finir là-dessus parce qu'on a encore juste 2 petites minutes malheureusement. Non, et quand vous dites ici sur ce plateau qu'il faut de franchise, il faut de fidélité, il faut de transparence, dans un couple, il faut cesser de faire sortir ces mots. On va y revenir. D'accord. Bon, pour finir, monsieur Olubata. Oui, je dis que c'est pas trop bienséant. C'est pas trop bienséant de cacher. Quand je dis cacher, coder n'est pas encore caché. Cocher, c'est pour sécuriser. Mais cacher, c'est dire, est-ce que je peux avoir accès à ton téléphone? Non, pourquoi? Et ça va devenir un problème. Donc ça devient un problème et ça finira par devenir une crise. D'accord. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je crois que la réaction de FIFA, mais c'est la réaction de beaucoup de femmes. En réalité, elles pensent que la tendance est nouveau. toujours à mettre l'homme pour se marcher sur la femme. Non, en réalité, on ne vous refuse pas votre place. Mais vous n'avez même pas aussi
aussi besoin d'exiger ça. Quand vous commencez par exiger, ça devient comme du syndicalisme. Non, en réalité, Mais vous exigez. faites les choses, Vous exigez. faites les choses On fait comme pareil. cela se doit. Et je crois que vous n'avez pas besoin de dire respecte-moi, protège-moi, considère-moi. Non, les choses vont aller de soi. Voyez-vous. Donc, il faut faire chaque chose à sa place. Et je crois que même quand vous voulez exiger quelque chose, il y a toujours la bonne manière de présenter la chose pour que la chose vous soit accordée sans trompette et sans... Bénédicte Lovi, en conclusion. En fait, genre, Vous parlez très peu, mais votre avis est toujours tranché. respectez-moi, exigez-moi, tout ça. Si l'homme respecte vraiment et est vraiment genre attentionné et tout, si il est un homme responsable, on n'a pas vraiment besoin de crier, de demander ça. Maintenant, tous les hommes ne sont pas comme les deux messieurs sur le plateau, justement. Genre, ça, ce sont les exceptions. Ça, ce sont les exceptions. Même un simple petit message dans un téléphone, coucou, quelqu'un même qui t'a peut-être écrit il y a 5 jours déjà, bonjour, est-ce que tu viens à tel endroit et tout pour te voir. Et il t'a déjà appelé, tu as déjà dit non, je ne viens pas et tout. Maintenant, une semaine après, quand tu vas vouloir sortir, là, on va dire que c'est pour aller voir celui qui t'avait écrit il y a une semaine. Non, mais tous les hommes ne sont pas comme vous. Détrompons-nous. C'est vrai qu'il y a des paranoïaques. Donc il faut tenir aussi compte. FIFA, mais en conclusion, sinon elle m'en voudra toute la vie. Non, je ne voudrais pas. Bon, en conclusion, il faut qu'on se fasse confiance, même si... Mutuellement. Voilà, il faut qu'on se fasse confiance. Quand on est en couple et qu'on n'a pas confiance l'un envers l'autre, c'est mort. Donc, coder le téléphone, d'accord, mais prendre les appels cachés et tout ça, c'est clair que l'autre ne se sentira pas en sécurité vis-à-vis de toi. Donc, tout est une question de communication, on gère ça entre nous et voilà. Voilà, ça se gère donc d'un couple à l'autre. Les réalités ne sont jamais les mêmes de toutes les façons. Merci beaucoup à vous, FIFA, Salomé Atadegui. Merci également à vous, Didas Tosso, à qui le temps n'a jamais suffi pour étaler tout son avis sur la question sur ce plateau. Merci également à vous, Charles Orubata. Vous avez eu des interventions très intéressantes. Et à vous, Bénédicte Lovi, toujours tranché. Parle très peu, mais avec des avis toujours tranchés. Merci d'être venu. On va vous retrouver lundi prochain. Et nous, on sera ici demain à partir de midi encore pour un autre rendez-vous de midi. Ça va être une autre randonnée de la mi-journée. À très vite.